Le stop motion est un moyen d'animer passionnant. Et il va être très difficile d'en brosser le portrait en quelques minutes, tant cet art est complexe et qu'il demande énormément de travail à tous les techniciens et artistes qui travaillent dessus. Aussi appelée animation en volume, c'est une technique d'animation image par image créée avec des objets et des marionnettes. On crée des mouvements en bougeant peu à peu la marionnette d'une image à l'autre. Ce type d'animation est donc filmé contrairement au dessin animé ou au film d'animation 3D. Les débuts du cinéma de manière générale ont été liés au cinéma d'animation. En effet, dès la fin du 19e siècle, différentes inventions permettent de donner l'illusion du mouvement d'un dessin, comme par exemple le folioscope ou le praxinoscope. Quelques années plus tard, James Blackton crée le premier dessin animé sur support photographique. Celui-ci dessinait un petit personnage à la craie et utilisait la technique du stop motion en l'effaçant et le redessinant un peu plus loin pour lui donner du mouvement. Cette technique progresse au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on utilise des objets et des marionnettes. Certains films ont utilisé cette méthode en guise d'effets spéciaux, comme le King Kong de Cooper, ou encore la trilogie originelle de Star Wars, qui utilise le stop motion pour quelques séquences, notamment pour animer certains véhicules ou plusieurs créatures. Au-delà de son utilisation pour certains effets spéciaux, certains films sont entièrement faits en stop motion. L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres, Frankenweenie, Chicken Run, Wallace et Gromit, Shaun le Mouton, les exemples ne manquent pas. On vous conseille d'aller voir ces films si ce n'est pas déjà fait car chaque réal possède son univers et ses propres techniques. Les films qui nous intéressent ici sont deux magnifiques représentants de ce que peut donner le stop motion, tant leurs qualités artistiques, scénaristiques, techniques sont de haut niveau. Coraline est un film d'animation américain sorti en 2009, réalisé par Henry Selick. Le gars n'en était pas à son coup d'essai vu qu'il avait déjà fait L'étrange Noël de Monsieur Jack ou James et la pêche géante. Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans limite. Ses parents, qui ont tout juste emménagé avec elle dans une étrange maison, n'ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline décide de jouer les exploratrices. Ouvrant une petite porte condamnée, elle pénètre dans un appartement identique au sien, mais où tout est différent. Dans cet autre monde, chaque chose lui paraît plus belle, attrayante, colorée. Son autre mère est pleinement disponible, son autre père prend la peine de lui mitonner des plats exquis, et même le chat, si hautain dans la vraie vie, daigne s'entretenir avec elle. Coraline est bien tentée d'élire domicile dans ce monde merveilleux qui répond à toutes ses attentes. Mais le rêve va très vite tourner au cauchemar. Prisonnière de son autre mère, Coraline va devoir développer des trésors d'imagination et de bravoure afin de pouvoir sauver sa vraie famille. Cette histoire est une adaptation du roman de Neil Gaiman, un auteur britannique très connu. Très ouvert d'esprit, il a lu la première version du scénario et a demandé au réal de prendre plus de liberté, de ne pas être trop fidèle au roman. Bref, Henry Selick pouvait donner sa propre vision de l'histoire. Exact. Henry Selick a choisi de rendre l'œuvre plus musicale, mais il a quand même gardé tous les aspects drôles, émouvants, horrifiques du récit original. Le film a été salué par la critique et a reçu pas mal de prix. Cristal du meilleur long métrage au Festival du film d'animation d'Annecy, Annie Award de la meilleure conception de personnages, de décors, de musique. Il a même été nommé aux Oscars du meilleur film d'animation 2010. Et franchement, ça les vaut. Il y a certaines similitudes avec Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai. Le chat qui sert de guide, qui sait tout, les monstres étranges, le monde onirique en parallèle, la petite porte liant les deux mondes, on retrouve aussi beaucoup de références aux contes de fées. Coraline mêle famille, quête d'identité, fantastique, même quelques plans rappelant le cinéma d'horreur. T'as intérêt à t'excuser avant que j'ai compté jusqu'à 3. 1, 2... Tout ça avec un très bon équilibre. Oui, et l'opposition entre le monde réel et le monde onirique est aussi bien différenciée techniquement parlant. Le vrai monde a des décors très serrés, filmés en plan fixe, pour donner une impression de claustrophobie, contrairement à l'autre monde, aux couleurs variées, plus chaleureuses, avec une grande profondeur de champ, une caméra plus mobile. C'est une des grandes forces de ce film. Quand on comprend la complexité d'une création en stop motion, l'utilisation d'armatures... tu veux peut-être présenter l'épisode à ma place? C'est vrai, non? Oui, et si tu pouvais un peu moins l'ouvrir, ça me donnerait moins de boulot. T'occupe, je me comprends. Quand en plus l'histoire est intéressante, avec différents niveaux de lecture selon l'âge et la sensibilité du spectateur, et que la réalisation et le langage cinématographique sont inspirés, on passe d'un bon film à un vrai petit chef-d'œuvre. Et c'est exactement ce qu'est Coraline. Vous pouvez donc y aller en toute confiance, ce film devrait vous plaire. Concernant l'île aux chiens, les qualités sont aussi très nombreuses. Mais ça n'empêche pas les deux films d'être totalement différents. La nouvelle pépite de Wes Anderson, sortie en 2018 en France, est une déclaration d'amour de la part du réal pour l'espèce canine, mais aussi la culture japonaise. En raison d'une épidémie de grippe canine, le maire de Megazaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l'île aux chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l'île pour rechercher son fidèle compagnon, Spot. Aidé par une bande de 5 chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville. On est une meute effrayante de chiens alpha, indestructibles. Et vous parlez comme une bande de petits toutous.
On parlait tout à l'heure de l'extrême complexité de faire un film en stop motion, et à ce niveau, ce film en est un très bon exemple. Déjà, préférez la VO si ça ne vous rebute pas, car chaque personnage a été modelé à partir de la voix des doubleurs. Ensuite, il faut savoir que pour chaque semaine de tournage, l'équipe produisait 12 secondes de film tout au plus. C'est vrai que ça paraît dingue. Imaginez un musicien qui voudrait composer un morceau et au bout d'une semaine n'arriverait à obtenir que 12 notes. Ça en découragerait plus d'un. Ce jeu de patience de la part du réalisateur et des techniciens est grandement récompensé par le rendu. Les décors sont impressionnants, plein de petits détails et les personnages ont une réelle profondeur. Bien qu'il s'agisse d'un film d'animation, contrairement à la majeure partie de sa filmographie, Wes Anderson a su retranscrire son style. On retrouve les plans symétriques, la caméra sur pied, les couleurs saturées, mais aussi le côté mélancolique et cynique des personnages que l'on retrouve dans toute la filmographie du réalisateur. Tout ceci crée une très belle esthétique, agréable à regarder. Le tout est agrémenté d'une BO signée Alexandre Desplat et de la très belle chanson I Won't Hurt You de The West Coast Pop Art Experimental Band qui rythme le film et nous reste en mémoire. L'Île aux chiens est sans doute le film le plus mature et le plus politique de Wes Anderson. Il traite de thématiques complexes frontalement, mais de manière légère, rien n'est trop brutal. Même dans les couleurs pastel. Ici, les couleurs utilisées sont plus basiques. L'Île aux chiens est faite de nuances de gris. De plus, le montage est plus saccadé, plus rapide et participe à la brutalité, créée également par le biais de thèmes plus politiques. Oui, comme le maire de Megazaki, mettant tous les chiens en quarantaine. Un bel enfoiré celui-là. Carrément, en plus il est moche. Wes Anderson fait une parabole avec les politiques passées et actuelles. La manipulation des populations, la ségrégation. On peut notamment y voir une référence à la politique des États-Unis concernant l'immigration. C'est également visible par les partis pris du réalisateur. Seuls les chiens sont doublés en VO, les japonais ne sont que traduits par le biais de médias. De plus, les chiens sont beaucoup plus humanisés que les humains eux-mêmes. Et ils passent leur temps à colporter des rumeurs et sont aussi eux-mêmes touchés par cela. Vous connaissez la rumeur, non, au sujet de Buster? Non, quoi? C'est qui Buster? Mon frère, d'une autre portée. Qu'est-ce qu'il a eu? Suicidé. Il s'est pendu avec sa propre laisse. Ah, oh. Vous l'aurez compris, on est là encore sur un film de qualité. Tout comme Coraline, L'Île aux chiens peut être compris de différentes manières selon l'âge et la sensibilité des spectateurs. Les deux films ont des esthétiques, des partis pris totalement différents, mais démontrent sans problème la richesse que peut apporter le stop motion au cinéma. C'est un moyen d'expression exigeant et complexe à créer, mais terriblement intéressant. N'hésitez donc pas à découvrir toutes les œuvres dont on vous a parlé aujourd'hui. Voilà, ce premier épisode de 2019 des dossiers pop culture se termine. On vous souhaite plein de bonnes choses. Pour nous, l'année s'annonce plutôt sympathique, dans le sens où on a reçu des demandes de différents groupes pour des partenariats, des petites choses qui vont se mettre en place. Et ça fait vraiment plaisir vu qu'on est encore tout jeune sur les réseaux. Et surtout, ça nous pousse à continuer de faire des choses avec beaucoup d'énergie et surtout avec le cœur. On vous prépare d'ailleurs pour la prochaine fois un court-métrage un peu plus ambitieux que ce qu'on a pu vous montrer jusqu'ici. Je ne vais pas vous en dire plus, on vous laisse la surprise. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un com. À vous abonner. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Tchuss!